Bienvenue sur Radio Ici et Maintenant. Merci de nous retrouver pour l'émission Voyage dans les échos avec le docteur Daniel Lichtenstein que nous retrouvons habituellement tous les derniers mardis du mois. Daniel, bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver sur Radio Ici et Maintenant. Bonjour Morgane et bonjour à tous les auditeurs qui sont réunis, paraît-il, à travers la planète, puisque tu es sur le web. Tout à fait, nous avons des auditeurs partout dans le monde. En parlant du monde, eh bien, Daniel, la dernière fois, nous avons eu le plaisir d'entendre un peu les différentes explications en lien avec vos différentes missions. Pourquoi pas dès maintenant entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire connaître un peu ces moments magiques lors de vos différentes missions à travers le monde. Évidemment, de voyager en permanence, ça crée des tensions, des moments même difficiles. Et puis il y a des petits moments ou des moments moyens de détente. Et parfois même, il y a des moments où carrément on se retrouve dans l'inattendu agréable. Le mot inattendu fait vraiment partie des missions. Et ça peut être très très pénible ou ça peut être agréable, ou parfois même magique. Mais quelqu'un m'avait dit, mais docteur, si vous avez autant de soucis quand vous faites une mission, si à chaque étape vous avez des surprises, c'est parce que vous faites un métier, vous êtes dans l'opérationnel. Alors j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, des gens ont concocté une mission à partir d'une base et ne voient pas les problèmes qui se présentent à vous quand on est dans l'action. Et ces problèmes-là, il n'y a que vous qui pouvez les voir et qui pouvez les résoudre. Et donc, je fais un métier opérationnel. Donc, il n'est pas très propice au moment magique. Parfois, on va essayer d'en parler. Ce qui vient à l'esprit, c'est que mes voyages, à part quelques vacances, sont surtout des conférences, ensuite des missions. J'ai fait à peu près plus de 600 conférences, plus de 400 missions, donc avantage à la conférence, et c'est là qu'on a beaucoup plus le temps d'avoir des moments qui échappent à la routine. Et alors, donc ça nous introduit dans le monde des conférences, parce que la dernière fois, si je me souviens bien, j'avais dit comment se passe une mission. Oui, tout à fait. Donc à partir du moment où mon téléphone sonne, on me dit, Daniel, peux-tu aller à n'importe où? Et le déroulé de la mission. Et là, je vais faire un petit aperçu du monde des conférences. Logiquement, je devrais commencer par la première, mais ça, j'en parlerai à part, parce qu'une première conférence, c'est comme une première voiture, c'est pour ne parler que de choses matérielles. C'est juste un sentiment qui vous frappe. Alors, je vais parler d'une conférence standard comme j'en ai cette année. Ça commence. Alors, évidemment, on n'est pas invité comme ça. Il faut d'abord avoir prouvé qui on est dans le monde de la publication. Et ça, j'en avais parlé avec le côté terriblement aléatoire de la publication, dans laquelle il faut insister, être très, très, très sûr de soi. Surtout quand on est un petit peu en dehors de la boîte, quand on n'est pas dans un système où il suffit d'un coup de téléphone d'un chef de service à un rédacteur en chef. Michael, tu vas recevoir un manuscrit d'une équipe, il y a un petit gars en premier, tu seras gentil, tu lui facilites le travail. Ça, j'ai pas eu la chance de connaître. Donc, tout a été quand même fait un petit peu à l'arraché, et avec simplement de la constance. Donc, une fois que les publications sont présentes, les organisateurs de congrès savent à peu près qui fait quoi dans telle spécialité. Alors, en général, ça commence le matin, c'est-à-dire qu'il est... Je parle d'une matinée standard où je me lève à 3 heures, je prends mon premier café et j'appuie sur le bouton fatidique des emails que j'appuie une seule fois par 24 heures. Et là,
Il en sort une centaine et je suis très heureux qu'il n'y en ait pas 1000 ni 10 000 parce qu'il y a 90% de publicité ou de copie carbone ou de choses dans mon domaine mais qui ne me concernent pas directement. Il reste un petit 10%. Donc 10 sur 100, ça fait, voilà, le chiffre 10. Et ça m'occupe à peu près 4 heures par jour, parfois 6 heures. Eh oui. Et donc je reçois un courrier électronique qui me dit cher professeur, je le dis en français, nous serions honorés de votre présence au cours du congrès de ceci qui va se passer dans tel endroit et qui va se passer à telle date. Alors, bon, je suis flatté puisque ça donne un peu l'impression d'exister. Et comme je vous avais dit que c'est à peu près 600e, je les numérote quand je fais une présentation PowerPoint. Il y a un chiffre qui indique le numéro de la conférence, le temps alloué et divers paramètres. Et là, j'en suis demain, je ferai la 677e. Voilà, ça va se passer à Paris, hein, donc pas besoin de prendre l'avion. Et je commence par savoir qui m'écrit. Alors, quand on en a fait plus de 600, forcément, on connaît un petit peu le milieu. Et il y a des conférences avec des gens normaux, c'est-à-dire des médecins scientifiques qui veulent faire quelque chose de scientifique. Il y a aussi les conférences prédatrices, c'est-à-dire qui ne vous veulent pas de mal, mais dans lesquelles je sens très rapidement, par le fait que je ne connais pas la personne qui m'invite, par le fait que le nom de la personne est souvent magnifique, comme Brenda Taylor, par exemple. Alors Brenda Taylor, je me dis, c'est trop beau, elle ne s'appelle pas comme ça. Et je suppose que c'est du marché asiatique qui veut se faire passer pour occidental. Donc déjà, ça m'irrite un petit peu, parce que faut travailler à visage découvert. Et je réponds en général que c'est même pas de l'ironie, mais je dis votre conférence m'honore. Par contre, sachez que je n'ai pas un centime. Donc, s'il y a le moindre frais, que ce soit en avion, hôtel ou inscription, ne me répondez même pas. Si vous me répondez, ça va m'offusquer. Et si je ne suis pas dans un bon jour, je peux vous répondre. Et je préfère rester un gentil garçon qu'un bad boy. Donc, en général, ils me répondent qu'ils sont une institution, comment ils appellent ça, non-for-profit. Et je leur dis, qu'est-ce que je vous avais dit? Ça fait un courrier de plus et ça fait perdre mon temps, même si je le mets directement à la corbeille. Bon, donc on ne parle pas de ces conférences, sauf quand elles se passent à Paris, parce que là, j'ai un ticket de métro à dépenser et ça va à peu près. Et j'en ai une qui va se passer intramuros, parce qu'il faut que ce soit intramuros. Si c'est en banlieue, monsieur ne se déplace pas. Parce que souvent, c'est des endroits un petit peu lointains, sordides, d'organisations qui veulent faire des économies. Et là, j'ai beaucoup de chance. En juin prochain, c'est une conférence qui va se passer dans la rue Maurice Ravel, à l'hôtel Maurice Ravel. Et comme vous avez peut-être remarqué dans les musiques que Morgane met pour rendre la chronique fluide, je suis très 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 accro à Maurice Ravel, parmi beaucoup de dons, mais que ce soit du classique ou de la musique populaire. Et là, j'avais dit oui, et donc ce sera en juin prochain. Donc, je regarde, est-ce que le congrès me convient, c'est-à-dire est-ce que ce sont des gens avec déjà des noms de ténors qui me sont familiers? Je regarde la date. Donc je regarde mon carnet, où j'ai la date de mes événements, et là je me dis, oui c'est bon, il y a une plage, très bien. Ou alors, ah zut, il y a déjà quelque chose. Ou il y a quelque chose juste le lendemain ou le surlendemain, ce qui fait que ça va faire une cagade avec les avions, les horaires, les décalages horaires qui font que je vais me retrouver dans une situation d'impasse. Alors, donc dans le cas où je suis libre, je réponds rapidement, c'est un grand honneur, et donc
la conférence se construit. Parfois je réponds non, je ne peux pas, carrément parce que j'ai trop de boulot et j'ai pas envie. Et dans ce cas-là, j'entends plus parler de ces gens. Ou alors, il m'arrive de recevoir un email en me disant nous avons décalé la date parce que vous aviez dit que vous aviez une autre conférence. En général, je ne mens pas, hein, mais ça m'arrange parce que je ne peux pas en faire trop. Et quand ils me disent voilà, nous avons organisé cette date, je suis coincé. Et là, je suis obligé de dire oui, j'accepte. Et une conférence, c'est un temps perdu incommensurable. C'est aussi une plateforme de visibilité inestimable. Donc, on a du pour et du contre. Et quand j'ai dit merci de votre invitation, je suis partant, je suis enthousiaste. Après, commence un échange de courriers qui vont d'abord préciser, alors très bien, il vous faut remplir ce formulaire, le formulaire concernant les formalités de visa par exemple, ou une photo avec un abstract, avec un curriculum vitae. Alors moi je réponds l'abstract, combien de mots s'il vous plaît? Le CV, combien de mots? Ça fait un courrier de plus. Alors là, ils me répondent, oh ben comme vous voulez. Et moi, je réponds, non, je veux faire comme tout le monde, parce que je suis un grand bavard, dites-moi un nombre de mots. Bon. Et il y a le programme qui arrive, et je vois que le titre qu'on m'a donné ne correspond pas à l'esprit du surf, bon, c'est-à-dire mon centre de formation. Le mot surf, donc... ça a commencé en français par Cercle des échographistes d'urgence et de réanimation français. Ensuite, c'était devenu francophone. Et ensuite, c'est devenu foreign, parce qu'il ne faut pas toucher à un libellé, à un label. Le Dakar, c'est le Dakar, même s'il se passe en Amérique du Sud. Et Europe Assistance, même si ça fait le monde, il ne faut pas que ça s'appelle Monde Assistance. Puis déjà, le nom est pris par quelqu'un d'autre. Alors, je m'égare. Cette conférence, donc, on a une soixantaine de courriers, à peu près. Donc, j'en étais à dire que veut dire le surf. Et en gros, le surf, c'est une façon d'éviter de dire « je ». Voilà. En médecine, il ne faut pas dire « je ». Et par contre, quand moi, Daniel, il ne faut pas que je fasse du bruit, là, ça va faire un gros ramdam, plutôt que de dire je pense différemment, je dis le surf utilise une approche différente. Comme ça, on évite le jeu. C'est un domaine qui est, je dirais, sensible et qu'il faut éviter par tous les moyens. Donc, quand je vois que le titre ne me convient pas, ben, je l'ai fait ce matin par exemple, il y avait un titre, là où je vais, donc je pars après-demain en Arabie, et j'ai un titre « False Protocol en 2024 ». Alors j'ai répondu à l'inviteur, les gens risquent, là je fais une confusion. Là je parle d'un congrès à Houston en février prochain. Parce que c'est la même personne qui est dans les deux. Je lui dis, false protocol, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas encore ce que c'est. Dites en toutes lettres qu'il s'agit d'un protocole d'utilisation de l'échographie, notamment pulmonaire, pour faire un diagnostic d'insuffisance circulatoire aiguë. Et essayez d'écrire false en lettres majuscules, parce que c'est un acronyme. C'est Fluid Administration Limited by Lung. Ah oui, parce que moi j'ai cru que false ça veut dire faux protocole. Alors attention, Xavier Bonnet m'avait dit ça une fois. Une langue c'est subtil, on n'a que 26 lettres et avec ces 26 lettres on écrit des romans, des codes civils, des encyclopédies et on se retrouve avec une langue bizarre. Ou pour aller tout droit ou à droite, c'est deux directions complètement différentes, ou pour dire j'en veux plus ou j'en veux plus, le résultat est complètement opposé. Donc il faut accepter qu'il y ait de temps en temps des chevauchements.
Cela étant dit, quand quelque chose est faux, c'est false, avec un cécédille presque. Quand il s'agit des chutes du Niagara, on dit falls, avec le Z de Zorro. Et ça change tout. Donc, le Falls Protocol, donc Fluid Administration Limited by Lung Sonography, c'est un nom qui m'était venu du reste à Toronto, au cours d'un congrès où j'ai eu le temps de visiter les célébrissimes chutes du Niagara. J'étais resté la journée entière, mais on en reparlera plus dans une autre chronique. Et le gros problème du remplissage vasculaire, je saute vraiment du coq à l'âne. Le problème du remplissage vasculaire, c'est de savoir donner des liquides biologiques à un patient qui en a besoin sans que ça déborde. Et quand je fais des lectures sur le Falls Protocol, il y a une image justement des chutes du Niagara, et c'est un petit clin d'œil, c'est presque ironique, c'est pour dire évitons de donner un tel débit à un patient. Et ce protocole permet justement d'éviter cet écueil. Donc, tout ça pour dire que je demande à l'organisateur, au responsable de la section scientifique, est-ce qu'on peut modifier un petit peu la lecture? Et ils le font bien sûr en général. Parfois, ils me demandent même de leur suggérer un titre. Donc là, c'est Joker, enfin, on a encore plus la liberté de s'exprimer. Et ensuite commence le travail de façonner la lecture dans le temps imparti. Ça peut être 15 minutes, ça peut être 3 heures, ça peut être entre les deux, 25, 30, 45. Et préparer une lecture, ça me demande toujours un travail énorme. C'est parce que soit c'est en français, soit c'est en anglais, bon, aucune autre langue, mais déjà ça multiplie par 2. Ensuite, c'est soit 20 minutes, soit 25, soit 30. Et il faut que je prenne la dernière de mes lectures, et si, correspondant au format, et si elle est trop vieille dans le temps, si elle remonte à plus d'1 an, il y a eu tellement de changements qu'il faut que je prenne une plus moderne, plus courte, dans laquelle je vais rajouter des diapos, ou plus longue dans laquelle je vais en réduire. Donc ça fait quand même un gros travail, plus les améliorations qui se font dans toute discipline avec les années et les décennies. Et on est prêt, et voilà, donc les billets d'avion arrivent, les visas, ça c'est parfois un gros problème, il faut avoir tout en temps. Et je prends l'avion, parfois dans l'avion je retrouve des sommités, soit parisiennes, soit françaises, soit internationales qui ont transité par Paris, et on se retrouve dans le lieu-dit. Et donc on rencontre la famille scientifique, donc des frères et des sœurs, on rencontre des amis qu'on avait vus dans la conférence précédente, on rencontre des visages nouveaux, qui seront plus tard des amis, et si je les vois plusieurs fois, qui seront des frères et des sœurs. Donc c'est une famille scientifique qu'on va retrouver à la soirée qui s'appelle Faculty Dinner, c'est-à-dire où ce qu'on appelle les faculty, il suffit de dire les orateurs, là tout le monde comprend, les orateurs se retrouvent dans un restaurant qui souvent est assez sympathique. Et voilà, quoi. Donc on se retrouve à une table, et là je peux rencontrer des gens que j'ai jamais vus, et on fait connaissance, on discute. Alors la toute première fois où j'avais vu le mot faculty, ça venait du congrès de Chest qui se passait à Seattle, la première fois que j'y étais. Je me suis dit faculty, ça veut dire faculté. Alors je sais ce que c'est une faculté. Non, faculty, c'est un être humain qui est orateur. Ça s'appelle comme ça. Quand on le sait, on répond à la question. Quand on ne le sait pas, on est bloqué. Et ça, c'est... Il y a tellement de termes que je suis bloqué. Il n'y a pas un jour où je ne suis pas bloqué par un terme qui m'arrête. Et dans ces congrès, on a parfois une partie un peu touristique. Donc déjà, le faculty dinner, c'est pas touristique, mais gastronomique, hein, disons-le. Et parfois, on a carrément une journée dédiée à du tourisme, c'est-à-dire on est quelques-uns, entre 3 et 9, et puis on va explorer des endroits dans un pays un peu lointain. Donc évidemment, il y a le moment où je fais ma présentation,
Donc dans une session donnée où il faut trouver l'endroit, il faut vérifier que les connexions sont bonnes, et la personne m'introduit. Quand elle m'introduit, j'ai une oreille qui entend qu'elle dit du bien de moi, mais j'ai tout le reste du cerveau qui est en train de préparer avec le chronomètre, avec le microphone, est-ce qu'il est à la bonne hauteur, ce qui fait que j'entends jamais ce que dit la personne. C'est peut-être du trac, hein, je sais pas. Peut-être, je suis un peu émotif. Mais Après 669 conférences, quand même un peu de trac encore. toujours. Et tu sais à qui je pense? À une personnalité du monde de la chanson franco-belge, Jacques Brel. Il n'a pas eu peur de le dire. Et lui, c'était un trac viscéral hein, qui le faisait vraiment réagir. Moi, c'est du petit trac, c'est peut-être aussi, il y a qu'à dire, du professionnalisme. C'est-à-dire, j'ai envie que tout se passe bien. Et la liste des choses qui peuvent mal tourner au cours d'une conférence, elle est illimitée. C'est-à-dire qu'il m'arrivera à chaque fois une chose qui ne m'est pas encore arrivée et qui ne m'arrivera plus, mais ça peut être la lecture qui ne passe pas bien pour le vidéoprojecteur. Alors là, c'est la panique, on fait appel à des techniciens audiovisuels. Ou alors c'est les travaux dans le bâtiment à côté qui font du bruit. Ou alors, horreur, c'est ma voix qui est perdue. Ça va m'arriver un jour, c'est-à-dire une laryngite. Ça va forcément m'arriver un jour. Et là, vous êtes neutralisé. Et la prise USB qui rentre pas bien dans leur matériel, ou alors une prise USB voilà, avec une encoche qui fait que ça passe pas. Il avait fallu que je trouve un tournevis pour pouvoir faire pénétrer la prise qui n'était pas USB mais VGA. Pour les plus anciens qui savent ce que c'est que VGA, oh, ça existe encore, hein. Puis ça marche très bien. Enfin voilà, il faut être prêt à plein d'éventualités. La plus fréquente, c'est quand même la lecture qui ne s'affiche pas bien sur l'écran. Ah oui, ça c'est très embêtant. Voilà. Même quand les techniciens me disent donnez-nous votre lecture sur clé USB, on ne veut pas d'ordinateur dans cette conférence, et je suis désolé, mais il arrive quand même des catastrophes, donc le problème ne vient pas de là. Et donc, je mets mon chrono en marche et je fais ma lecture avec un track qui disparaît très vite parce que je suis à mon affaire et j'explique l'approche du surf, c'est-à-dire comment sauver des vies d'une façon différente, j'espère tout aussi sinon plus efficace, tout aussi sinon plus rapide et tout aussi sinon plus anodine. Parce que l'échographie, on en fait entre nous. Il ne se passe rien. Quand je pose ma sonde, il n'y a pas des rayons X qui sont envoyés comme on le fait à la radio ou au scanner. Donc c'est un jeu, c'est presque un jeu. Donc tout ça se passe gentiment et j'ai un système qui permet de savoir où j'en suis dans ma lecture. Et je vois, parce que je regarde tout le temps ma montre, qu'on approche de la 25e ou de la 30e ou de la 180e minute. Bon, là, je prends un exemple. Oubliez les 3 heures parce que c'est un format un petit peu à part où il faut savoir faire des pauses pour que les gens ne pètent pas de plomb. Je m'excuse d'être familier, mais voilà, c'est pas autant on emporte le vent. Il faut... les gens doivent écouter avec attention, et il faut des récrés. Donc je divise ça en 3, donc ça fait 50 minutes, 55 minutes, 50 minutes. Donc tout ça est préparé, et de sorte que j'arrive soit triomphalement au bout de mes précisément 20 minutes, ou encore plus triomphalement quand j'ai réussi à finir légèrement avant, tout en parlant lentement. Parce que je crois que ce que je fais est encore un petit peu moderne, et parler vite pour pouvoir caser beaucoup de choses en peu de temps, ça ne me paraît pas efficace. Et en général, je ne suis pas des orateurs qui parlent très vite pour caser un maximum de choses. Je crois au contraire qu'il faut prendre son temps, et je prends même le temps de faire des pauses
un peu théâtral quand il s'agit d'un moment chaud. Quand je dis par exemple que le Blue Protocol offre pour le diagnostic d'embolie pulmonaire une spécificité de 99%, je m'arrête et je répète, comme si j'étais étonné moi-même, 99%. Mais attention, parce que là, ça change la donne, parce que les méthodes habituelles n'atteignent pas ce chiffre, et ça signifie que ceci, cela. Donc je fais un petit peu un peu du théâtral. Il ne faut pas le répéter, mais c'est mon style. Ça reste entre nous. Voilà. Entre nous, entre l'auditorium, l'auditoria, d'ici et maintenant. Et une fois que tout est terminé, je me repose, le retour se fait, retour à la maison avec la catastrophe du retour, c'est-à-dire de tout ce qui n'a pas été fait pendant les 2, 3 ou 4 jours du congrès qui se sont accumulés, que ce soit des accumulations physiques à la maison où tout est sens dessus dessous, ou alors au niveau de l'ordinateur où il y a le même chahut. Alors là, je vais essayer de retrouver son nom. Je crois que c'est Osfeg Botendi. Je vais essayer de retrouver. Il s'agit de... J'ai du mal à mémoriser. Otessa Bosfeg, qui a dit People truly engaged in life have messy houses. Alors, ça veut dire, vous avez peut-être pas tous compris, les gens vraiment engagés dans la vie ont des maisons bordéliques. Bon, alors, et comme j'ai la chance d'avoir un appartement pour moi tout seul qui est un petit peu mon atelier, c'est un atelier d'artiste, hein, c'est-à-dire, voilà quoi. Parfois, il y a des soirées organisées, mais parfois, il faut enjamber les obstacles. Alors, donc, tout cela étant dit, voici ce qu'était à peu près une conférence. Alors, on est toujours très attentif et à l'écoute de ce que tu partages avec nous, Daniel, puisque je trouve que tu parlais du fait que tu avais une façon théâtrale lors de tes conférences de présenter certains sujets, en tout cas à l'antenne et à l'écoute aussi. On a envie d'entendre la suite. Juste une petite question que je me posais, c'était de voir en fait durant cette période de Covid qui n'est pas bien loin, est-ce qu'il y a eu aussi des conférences, des voyages, comment ça s'est passé à ce moment-là? Oui. Quelle époque, quelle période. Je vais faire un petit aparté sur le terme théâtral. Je m'autorise de temps en temps à faire des effets quand il s'agit de faire passer la chose qu'elle ne passe pas inaperçue, parce que une méthode qui permet de faire un diagnostic, par exemple, de pneumothorax en quelques secondes, il faut le dire d'une façon qui réveille ceux qui sont en train de s'assoupir un petit peu. Et comme je l'ai dit, quand j'ai un auditorium, beaucoup de gens dans ce métier peuvent sortir d'une garde fatigante, et donc il faut garder l'auditoria réveillé. Voilà, c'est pas pour faire du théâtre, on n'en est pas là. C'est très très sérieux. Et notamment dans le Falls Protocol, avec un Z comme Zorro, là c'est un petit peu théâtral parce que je dis carrément le contraire de tout ce qui se fait à travers le monde. Ça méritera une rubrique que je m'arrangerai pour faire plaisante pour ceux et celles qui connaissent rien à la médecine. Je vais me débrouiller pour le faire. Alors, j'avais l'habitude d'avoir une quarantaine, entre 36 et 40 congrès par an, ce qui fait un nombre de voyages, enfin vous imaginez une fréquence de voyages, on est presque à un voyage par semaine. Et l'année 2020 était très prometteuse puisque mon agenda était noir, et puis il y avait la perspective de voir la Finlande que je ne connaissais pas, l'Arménie que je ne connaissais pas non plus, un congrès de vétérinaires, j'en avais eu qu'un seul au cours des 500 précédents,
et une invitation par les radiologues à Vienne, le congrès du European Radiology Congress, European Congress of Radiology. Pour moi, c'était une porte ouverte dans un monde où je ne m'attendais pas à être reçu, parce que je suis sans doute non grata dans le monde des radiologues, pour des raisons qu'on a peut-être évoquées ou qu'on évoquera. Oui, brièvement, on en avait parlé de ça. Oui. Voilà, c'est qu'on touche quelque chose qui peut blesser des gens qui sont supposés être experts et qui s'aperçoivent qu'ils sont passés à côté du plus important. Bon. Et donc je me disais, voilà quoi, quelle belle année. Et arrivé en mars 2020, je revenais de Madrid avec un magnifique congrès qui s'appelait The Art of Lung Ultrasound. Et puis là, le congrès suivant, on annonce qu'il est annulé en catastrophe. Et là, comme un jeu de domino, tous les congrès de l'année 2020 ont été annulés les uns après les autres. Et ça a été un moment évidemment très lourd pour tout le monde. Encore plus pour moi, parce que je me définis un petit peu comme en dehors de la boîte. Donc les publications et les congrès sont mon seul, comment on va appeler ça, fonds de commerce. C'est un peu ça qu'on dit dans le métier. Quand quelqu'un est spécialisé dans, par exemple, le monoxyde d'azote dans une pathologie donnée, on va dire c'est son fonds de commerce. C'est-à-dire on le connaît à travers ça. Et moi, mon fonds de commerce, c'est pas les réunions académiques dans lesquelles on va définir le président du congrès pour les 2 années prochaines. C'est vraiment purement scientifique, quoi, c'est 100%. Donc, ça a été doublement, triplement une catastrophe. Si j'avais été en Arménie et en Finlande, j'aurais à l'heure qu'il est visité 99 pays. Donc on n'est pas loin de la centaine. Et il ne s'est rien passé, quoi. Alors ensuite, les webinars ont commencé à s'installer. Et au début, j'aimais pas beaucoup les webinars. Actuellement, je les déteste. Donc, ça ne va pas en s'arrangeant. Tu vois un petit peu, on précise ce que c'est. Oui, en fait, c'est la question que je me posais en ce moment avec tout ce qui se fait à partir de chez soi, webinaire, télétravail, etc. Je voulais demander s'il y a eu par la suite justement des demandes de faire des visioconférences, ce qui change complètement. Donc voilà, les webinaires, c'est bien les visioconférences finalement. Voilà. Oui. Voilà, c'est vrai que j'ai l'habitude de dire webinaire et les gens ne connaissent pas forcément, donc c'est une erreur de ma part. Il faut toujours se faire comprendre. Et alors donc, ça a été la floraison de ces fameuses visioconférences, de ce logiciel que tout le monde connaît qui s'appelle Zoom. Alors c'est 4 petites lettres et ça donne l'impression que c'est facile, Zoom, 4 lettres. Et en fait, c'est horriblement compliqué. Et il n'y a pas une séance Zoom où je me perds pas les pédales à un moment, hein, parce qu'il y a quelque chose où... voilà. C'est la soucoupe volante. La soucoupe volante qui a fait un tout petit vol. Ça va bien avec Voyage dans les échos. Tout à fait. Mais je l'aime bien cet ordinateur. La bureautique est parfaite et j'ai pas besoin du dernier modèle auquel je comprendrai rien. Comme le sont toutes les choses informatiques, c'est un métier. Et moi, mon métier, c'est la médecine. Alors, je suis pas tout à fait d'accord pour faire un métier qui n'est pas le nôtre, qu'on nous impose. Donc, tous ces webinars sont claustrophobogènes. D'accord. On est assis à son bureau. Moi, j'ai tendance à être debout et à pouvoir faire parler le corps. The body language, comme on dit en anglais, le langage du corps, pour faire passer les messages. Et on ne sait pas qui est là, on ne sait pas, est-ce que personne ne vous regarde ou est-ce que le monde entier est à votre écoute. On ne sait rien, on est dans un tunnel et est-ce que je vais finir ma phrase? Et une fois qu'on commence avec les webinars, on se dit... ouais, finalement, ça nous a coûté 0 centime en hôtel,
en location de salle de conférence, en avion, donc en taxi, donc en restaurant qu'on trouve dans les aéroports. Donc, enfin, voilà. Ce qui signifie donc, le webinar signifie donc la mort programmée de tous ces services précédemment cités. C'est-à-dire que ça va du taxi jusqu'à il y aura l'aéroport, tous les gens qui travaillent de l'aviation, de l'hôtellerie, des salles de congrès, ce qui fait un monde énorme. Et j'ai le bonheur d'être là maintenant dans un studio où je suis avec Morgane et on est face à face. Et le face à face dans le domaine scientifique, pour moi, c'est irremplaçable. Avec des interfaces vidéo, c'est pas ça. Bon, tout le monde le sait. Et bon, je suis très content quand je suis invité à des présentiels, comme on dit, c'est-à-dire des endroits où on est présent. La première fois que j'ai entendu le mot présentiel, je vous rassure, je n'ai pas très bien compris ce que ça voulait dire. Bah, c'est là où on est présent. Donc, qu'est-ce qui s'était passé en 2021? Il faut que je consulte parce que je crois. Alors en 2020, tout avait été annulé. En 2021, je vais regarder rapidement. Alors, je m'étais trouvé à Toluca, c'est-à-dire au Mexique, en mai 2021. C'était extraordinaire de voir des gens, on était tous masqués. Quand la pandémie du Covid a commencé ou bien c'était après? Ben, disons que c'est à partir d'avril 2020 que nous, les Européens, on était vraiment sous le joug. C'est vrai. Alors, bon, pour moi, c'était pas très très désagréable parce que je roulais dans un Paris complètement désert, c'était surréaliste. Mais les rues étaient tellement désertes. Ceux qui m'ont fait le plus de peine, c'était les pigeons. Les pigeons parisiens, parce que les troquets étaient fermés et ils n'avaient plus leurs miettes qui faisaient leur repas traditionnel. Ils se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a eu de... Qu'est-ce qui se passe? Les pauvres avec leurs petites cervelles d'oiseaux, qui sont petites mais puissantes. Hein, ça, n'en parlons pas. On ne fait pas un cours comment on dit, d'ornithologie. Mais vous verrez que parmi mes passions, tout ce qui vole, si on a le temps de parler de choses extra-médicales, tout ce qui vole, que ce soit mécanique ou biologique, sont une espèce de grand centre d'intérêt. Et alors voilà, donc je vois d'autres congrès qui se passaient au Maroc, alors que je n'étais jamais invité au Maroc, qui s'était passé, c'était en juin. Je vois un petit congrès qui était à Bruxelles en novembre 21. Bon, enfin voilà, 4 petits congrès. Je ne parle pas des webinaires qui, eux, se multipliaient. En 2022, là, ça commençait à revenir tout doucement. C'est-à-dire qu'entre deux vagues, on invitait, alors je m'étais retrouvé à Manchester, à Acapulco, Timișoara, c'est en Roumanie, encore au Maroc, en Israël, au Costa Rica, il faudra que je parle du Costa Rica, à Bucarest encore, la Roumanie, en Espagne, à Bruxelles, et voilà, et en 2003, bon bah ça reprend, c'était pas mal, puisque j'étais en janvier à Brindisi, une drôle de ville du sud de l'Italie, Bruxelles, il faudra que je raconte ça aussi, parce que c'était un congrès surréaliste, Manchester, Veracruz, Ourense, c'est quelque part en Galicie, c'est-à-dire à l'ouest de l'Espagne. Mikulov, c'est une ville de République tchèque qui est célèbre pour ses vignobles. J'étais voilà. Donc ça, on va dire que ça reprend quoi, assez gentiment et les missions aériennes reprennent aussi gentiment. Mais cette pandémie a été quand même une certaine catastrophe. Je ne parle pas des pertes qu'on a tous, je crois, subies dans nos rangs familiaux. Et voilà quoi,
je pense qu'on a tous perdu des êtres chers, évidemment. Et quant au surf, alors là, le surf a été poignardé dans le dos. Le surf est un centre, mon centre de formation qui est complètement indépendant. Et ben là, je m'adresse à toutes les personnes indépendantes qui nous écoutent. Ben, c'est nous qui avons souffert. Parce que ceux qui travaillaient à l'hôpital fonctionnaire, bon, le salaire n'a pas bougé du tout. Mais les indépendants, là, ça a été très dur. Et combien de petites maisons qui faisaient sûrement des choses magnifiques ont dû mettre la clé sous le paillasson, on dit ça, et n'ont pas survécu. Et puis je voyais le boulevard de Saint-Michel, toutes les boutiques qui fermaient les unes après les autres. Bon, je ne vais pas dire de banalité, cette pandémie a été une épreuve pour la planète. Donc, voilà. Donc ça se passait, voilà, cette pandémie. Bon, pour nous, ça n'a pas beaucoup changé. Si, ça a changé dans le sens où on a eu beaucoup plus de travail qu'avant, parce que c'était les services de réanimation et d'urgence étaient complètement pleins. Et ça a été un moment dur pour nous tous. Alors, Daniel, voilà, ça passe extrêmement vite, mais j'aimerais qu'on puisse revenir sur la première question, voilà, que je t'ai posée tout à l'heure par rapport au moment magique que tu as pu vivre durant ces missions, ces voyages, ces conférences. Il y avait, voilà, un moment peut-être que tu peux partager avec nous ce soir. Je ne sais pas où on en est. Alors, il nous reste une dizaine de minutes, mais on peut, voilà... C'est vrai qu'on a adopté un format un peu plus tranquille. Long, mais voilà, c'est même pas suffisant en plus. Mais bon, voilà, il faudra attendre le prochain épisode pour connaître la suite, mais peut-être déjà un petit avant-goût de ces moments magiques que tu as eu lors de ces missions. Très bien, je vais faire comme dans les conférences, mon chronomètre est réglé. Alors, bon, qu'est-ce qu'une heure quand on a l'honneur d'être invité par la radio Ici et Maintenant? Je crois que c'est une radio unique au monde, parce que quand on a une émission qui dure 7 heures, sans publicité, bon, il n'y a jamais de publicité, qui se passe de 23h à 6h du matin, c'est-à-dire la vague d'OVNI du mardi soir, je crois que c'est un record, c'est pas français, c'est un record mondial. Est-ce qu'il y a des radios qui font ça? Aucune idée, je sais pas. Moi, j'irais aucune. Hein. Et c'est vrai que le gros avantage d'une heure, c'est qu'on est un peu installé. Et c'est vrai que ça change pas mal de choses. Alors, quand on me demande autour de moi, on fait quelque chose samedi, est-ce que tu seras des nôtres, et quand je vois que c'est une période où je peux être appelé par Europe Assistance, j'ai une formule que tout le monde connaît. Je dis samedi je serai peut-être à Tombouctou ou Honolulu, je sais pas, c'est-à-dire bref des destinations exotiques, lointaines. Et une fois j'avais été appelé à partir précisément pour Honolulu. Bon, alors je réponds d'accord, sans problème. Donc on me décrit le type de mission, je vais à Europe Assistance, que tout le matériel que je devais prendre, plus mon échographe qui ne m'a jamais fait défaut dans aucune de mes missions. Et donc on fait une escale, je crois, à Los Angeles, et à Los Angeles, un bel avion qui était, je crois, un 747, nous amène de LA, Los Angeles, jusqu'à Honolulu. Alors, je ne parle pas de ma mission, qui était plutôt tranquille, et je me retrouve avec un temps assez conséquent pour prendre mon petit déjeuner et pour faire le tour de cette île, qui est quand même... bon, c'est le paradis, hein, Honolulu, c'est aussi Pearl Harbor. Et comme on l'apprendra très vite, j'ai une passion pour tout ce qui vole, que ce soit les oiseaux, les chauves-souris, les avions. Je me suis dit, mais tu vas peut-être aller voir
est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, il y avait un musée, le musée de Pearl Harbor. Et j'ai eu le temps d'y aller. J'ai eu le temps de visiter tous ces monuments de cette période du XXe siècle, avec des authentiques avions de l'aéronavale américaine, avec des B-25 Mitchell, le Boeing Mitchell pour les amateurs, c'était un bimoteur très célèbre de la Deuxième Guerre mondiale. À un moment, je vois un de ces B-25 avec normalement, il y a 2 mitraillettes à l'arrière, 2 à l'avant, 2 sur les côtés, et qui étaient c'était des balais. Alors je me suis dit, c'est pas sérieux ça. C'est amusé tellement au point, il y avait même des zéros, c'est-à-dire le Mitsubishi Zero japonais qui était à l'honneur. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces balais? On se moque un peu du monde. Pas du tout, du tout. C'est que, je rappelle très brièvement qu'à Pearl Harbor, la flotte américaine a été attaquée par surprise totale. Ça a été l'infamie de Truman qui a déclenché l'entrée des Américains dans la Deuxième Guerre mondiale. Les porte-avions n'étaient pas dans la rade à ce moment-là. C'est une grosse polémique, j'en parle pas, c'est pas mon but. Et donc, ils ont voulu faire une réplique, c'est-à-dire bombarder Tokyo. C'est-à-dire une opération folle menée par un certain Doolittle qui avait embarqué sur un porte-avions des bombardiers, des bimoteurs Mitchell. Alors ils avaient fait des essais pendant des jours et des jours et des jours pour décoller à la distance d'un porte-avions. Ça n'allait pas et il manquait des mètres et petit à petit, à un moment, ils se sont dit, les mitraillettes, on s'en fiche, puisqu'ils n'auront pas le temps d'engager le combat avec des ennemis, on les remplace par des pseudo-mitraillettes. Et ça a été des bouts de bois, donc des manches à balai. Donc ça explique le côté surréaliste de ces avions, mais en fait c'était une réalité historique. Pour que ces avions puissent décoller, alors il fallait que le vent soit bien en face, il fallait que le bateau avance très vite pour que les vitesses cumulées permettent à ces bombardiers lourds de décoller. Voilà, donc voilà, j'ai vécu tout ça. Ça, c'était Honolulu. Une fois, je pars à Colombo, donc la capitale du Sri Lanka, et avec une escale à Francfort, et dans le vol Paris-Francfort, le commandant de bord me fait savoir qu'il y a un téléx pour moi. Alors, le téléx indique que le vol de retour de Colombo à Paris, qui devait se passer avec Air France, ne peut pas se faire parce qu'ils n'ont pas pu installer une civière à l'arrière de l'avion. Et on me demande, docteur, est-ce que vous allez pouvoir rester 2 jours de plus à Colombo? Alors, je me précipite sur mon carnet. Je me dis, est-ce que je peux rester 48 heures de plus? Et là, je vois qu'au terme de ces 48 heures, je suis de garde. Et ça, une garde, quand on est inscrit pour faire une garde, c'est toute la nuit. On l'a fait, quoi. On ne la donne pas à un autre à la dernière seconde. Et je m'étais dit, où est-ce que je dois... Enfin, je m'étais renseigné où est-ce que je dois déposer le patient, dans quel endroit, est-ce que c'est compatible avec le fait que j'arrive ventre à terre à l'hôpital pour 18-19 heures, le temps de prendre la transmission et d'assurer la garde. Et c'était faisable. Alors j'ai épongé mon front en me disant yes. Et j'ai dit je continue la mission, je peux rester 48 heures de plus. Europe Assistance m'a remercié. Alors c'est moi qui l'ai remercié parce que ça faisait 48 heures de découverte de Colombo, du Sri Lanka. Des balades dans des marchés dans lesquels il y avait un monsieur qui était avec ses pitons mollures, ses pitons réticulés à bout de bras. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, le piton royal fait à peu près 1,60 m. C'est inoffensif pour nous les humains, mais le piton mollure ou réticulé, ils font dans les 7-8 mètres. Il faut qu'il soit bien dressé. J'étais dans une maison dans laquelle il y avait des éléphants.
qui était dans une quasi-liberté, c'est-à-dire dans des enclos larges. Il y avait des vestiges de Bouddha sous la forme d'os. Alors les os étaient plutôt des sésamoïdes. Alors sur Google, je fais de la publicité pour Internet. Aïe, aïe, aïe. Je rentre dans la vague. Vous verrez que c'est des os qui sont plus petits que des lentilles, et qui sont des os surnuméraires. Et donc pendant 2 jours comme ça, j'ai profité de l'air du temps à Colombo. Et j'ai eu d'autres missions, mais je vois que l'heure passe. C'était à Ipatinga, au Brésil, dans le Minas Gerais, où j'ai pris en charge un patient qui ne me plaisait pas. Je l'ai signalé à la maison en disant « Il n'est pas cadré ce patient, il va faire une attaque cardiaque pendant le vol. » Et on a fait une halte à Belo Horizonte. Et ça m'a fait 48 heures pour le plaisir, en plein Brésil. Voilà, je fais court parce que c'était des moments... je raconterai peut-être, mais il n'est plus le moment de passer aux détails. Bah, peut-être qu'on aura plus de détails la prochaine fois. En tout cas, ce sera la surprise. C'était le docteur Lichtenstein pour l'émission Voyage dans les échos sur radio, ici et maintenant. Pour les personnes qui ont manqué les épisodes précédents, ils sont tous disponibles à présent sur la chaîne YouTube de la radio. N'hésitez pas à retrouver notre chaîne YouTube pour réécouter les différentes chroniques du docteur Daniel Lichtenstein. Alors, la prochaine émission sera le dernier mardi du mois, comme vous le savez, maintenant à 17h. Merci beaucoup, Daniel. À bientôt sur Radio Ici et Maintenant. Et je suis ravi d'avoir fait connaissance de ce studio tout à fait dans l'esprit de la radio Ici et Maintenant. Merci encore. À bientôt. À bientôt.